Un peu de lecture pour l'été, ça vous branche? Si vous êtes comme moi, vous profitez peut-être de ces longues périodes de détente estivale pour reposer un peu vos mirettes et lâcher vos écrans, ça fait pas de mal de temps en temps. La lecture pour ça, c'est un peu ce qu'il y a de mieux, surtout avec l'été qui nous est proposé cette année, entre les journées où ça pleut comme vache qui pisse et où il fait bon rester à l'abri avec un roman dans les mains, et les journées où il fait une chaleur sortie tout droit des enfers et où il fait bon rester au frais sous le cerisier avec un roman dans les mains. On a du temps pour bouquiner, c'est rien de le dire. Moi j'aime bien les nouvelles, j'ai tendance à fuir un peu les gros pavés, tout juste bon à caler la vieille armoire normande, et c'est donc une courte sélection de recueils horrifiques que je partage avec vous aujourd'hui. Rassurez-vous, on ne va pas parler ici de grands classiques du genre, les recueils de Stephen King par exemple, mais plutôt aller chercher du côté des auteurs un poil moins grand public, et en VO only malheureusement pour vous si vous ne parlez pas la langue. Bienvenue sur la toile, au moment où sera diffusée cette vidéo, il fera sans doute très chaud chez vous, en tout cas je vous le souhaite, et c'est donc le moment rêvé pour s'offrir quelques sueurs froides, le soir après une rando, en pleine après-midi, dans un hamac, au bord de l'eau, en écoutant le clapotis des vagues. On peut toujours s'offrir un peu de temps pour attraper un bon bouquin, et se relaxer au fil des pages. Et donc, petit florilège de titres sur lesquels vous devriez jeter un œil si vous êtes comme moi, fan d'horreur, et de monstres en tout genre. Alors je vous l'ai dit, je suis friand de nouvelles, j'aime bien ce format court qui permet d'aller à l'essentiel, sans avoir à se taper 600 pages pour toucher au but. Le problème avec les histoires courtes, c'est que c'est un format exigeant finalement, puisqu'il faut s'assurer que l'auteur ait quelque chose à raconter. La nouvelle, ça peut virer assez rapidement à l'exercice de style, et je me suis retrouvé finalement assez souvent déçu par des récits qui promettaient une chute qui n'arrivait finalement jamais. Et c'est un peu ce que je reprocherais au volume de The Mammoth Book of Horror que j'ai lu récemment. The Mammoth Book of Best New Horror, c'est une anthologie au long cours, une série de recueils qui ont vu le jour en 90 et dont la publication s'est tristement arrêtée en 2014. J'espère que ça reprendra un jour, mais il y a déjà de quoi faire avec ce qui a été édité. 25 pavés blindés ras la gueule, c'est au tout début des années 90 que sort en Angleterre le premier volume de cette anthologie, sous le titre Best New Horror, et dès le début on compte quelques noms de prestige. Au sommet de ces recueils, Robert Bloch, Ramsey Campbell, Clive Barker, Peter Straub, bref du beau monde qui partage l'affiche avec des jeunes plumes moins connues mais prometteuses. L'anthologie prend avec son 7e volume le nom de Mammoth Book of Best New Horror, et le terme de mammoth, qui veut dire en roast-beef mammouth, donc colossal, énorme, monumental, annonce la couleur. Faut dire qu'en guise de recueil, on a droit à des nouvelles, mais aussi à une cartographie détaillée, mais extrêmement détaillée, de tout ce qui s'est passé dans le genre horrifique au cours de l'année de parution du volume, à tous les niveaux, au niveau de l'état de santé, du genre littéraire en particulier, bien entendu. On dissèque tout ce qui a été édité sur l'année concernée, mais on parle aussi forcément, par extension, de cinéma, ou même parfois de statuettes collector liées au genre horrifique. Et généralement, déjà, ce travail d'archiviste complétiste, il prend un quart du pavé. Moi, je les ai toujours parcourus, je m'en suis jamais tapé un en entier, mais c'est un travail de titan qui était abattu chaque année. Et vous terminez à chaque fois par une nécrologie qui compte pour à peu près 20% de la parution. Bref, c'est beaucoup plus, vous l'aurez compris, qu'un simple recueil de nouvelles, c'est une vraie déclaration d'amour au genre horrifique et à la littérature fantastique. Alors, ça se trouve plus, mais vous pouvez toujours les télécharger au format liseuse, ou essayer d'en dégoter quelques exemplaires dans certaines librairies d'occasion anglophones, avec ce plaisir de fouiller en espérant tomber dessus. Profitez donc de l'occasion si vous avez la chance de voyager un peu cet été, du côté de l'Angleterre, de l'Écosse ou du Pays de Galles. Au rayon qui nous intéresse, que valent les nouvelles contenues dans ces recueils? Alors, je n'en ai lu que quelques-uns de ces pavés, le dernier volume que j'ai lu m'a un peu laissé sur ma faim, j'en avais dévoré quelques autres dans le temps que j'avais vraiment apprécié, mais ce volume 21 m'a un peu déçu. Je dois vous avouer que je l'ai choisi un peu au hasard, ce volume. Le sommaire proposait toute une série de noms que je ne connaissais pas, je me suis dit bon, je vais tenter le coup, peut-être faire quelques découvertes, et finalement, ça ronronne un peu. Alors pas au niveau de la prose en elle-même, ça pourrait être bien écrit, c'est très très bien écrit, c'est assez magistral. Vous avez là condensé en une petite vingtaine de nouvelles ce qui se fait de mieux en termes de littérature horrifique, c'est du très bon, c'est très évocateur, extrêmement bien écrit. C'est plutôt au niveau des histoires en elles-mêmes que j'ai été moins touché. C'est très éthéré, pas du tout premier degré, plutôt à la limite d'une certaine forme de poésie, comme le récit de cette femme dont le mari est récemment décédé et qui revient la visiter. On ne sait pas toujours où les auteurs veulent en venir, on se laisse porter vers des conclusions souvent obscures, relativement ambiguës, donc c'est réservé à des lecteurs qui recherchent une prose plus évasive, moins concrète. C'est pas mon cas. Pour tout vous dire, moi le récit que j'ai préféré, c'est celui coécrit par le King lui-même et son fils Joe Hill, un récit voulu comme un hommage au duel de Spielberg, sur une bande de motards poursuivis par un poids lourd en furie, et qui fonctionne plutôt bien à tous les niveaux. Après le reste, c'est à vous de voir. Si vous désirez vous laisser tenter par une expérience horrifique moins calibrée, ce volume 21 est pour vous. Perso, j'ai très largement préféré l'anthologie Dark Delicacies. Alors, ce recueil, c'est une nouvelle fois une affaire de passionné,
un homme et sa femme qui ont monté en 95 aux États-Unis une boutique spécialisée dans l'horreur, sous toutes ses formes, et qui publie en 2005 le premier volume d'une anthologie qui porte donc le nom de leur enseigne. À noter que ce premier effort remporte l'année de sa sortie le Bram Stoker Award de la meilleure anthologie, hein, rien que ça. Depuis, 2 autres volumes ont vu le jour, et on compte au générique de ces ouvrages des noms aussi divers que Ray Bradbury, Steve Niles, Clive Barker, encore lui, Victor Salva, Chuck Palahniuk, Joe Lansdale. Il y a même une introduction au volume 2 par l'immense et regretté Ray Harryhausen, bref, de l'excellence à tous les niveaux. Et justement, c'est ce volume 2, sobrement intitulé Fear, qui m'a littéralement scotché. Les 2 autres membres de la collection sont excellents, mais le 2e volume, c'est vraiment du très très haut niveau. Les 4 premières histoires sont juste dingues, sobres, courtes, efficaces, bref, tout ce que j'ai envie de lire quand j'attrape un recueil de nouvelles. Juste pour vous donner envie de vous y attaquer, on commence quand même par le récit Sunrise on Running Water de Barbara Hambly, et on suit les péripéties d'un vampire passager du Titanic au moment de son naufrage, qui essaye par tous les moyens d'échapper à la catastrophe, mais aussi à sa némésis, une femme qui ne ménage pas ses efforts pour lui faire la peau au milieu de toute cette panique. C'est juste extrêmement bien écrit, c'est drôle, c'est très enlevé. Imaginez une chasseuse de vampires et sa proie sur le Titanic de Cameron, vous aurez une idée de ce qui vous attend, c'est juste parfait, hein. J'ai adoré, je me suis dit que ça commençait fort, et puis est arrivé le Dog de Joe Lansdale, juste un mec en vélo sur une route poussiéreuse de campagne, poursuivi par un énorme chien enragé, mais le chien c'est un Terminator. Là pour le coup ça m'a fait penser une nouvelle fois au duel de Spielberg. Il y a en quelques pages des tonnes de péripéties, le pneu du vélo qui se dégonfle progressivement, le chien qui revient sur sa proie au fur et à mesure des inclinaisons de la chaussée, le mec de plus en plus mal en point au fil des rencontres avec ce monstre en furie, la maison dans laquelle il parvient à s'abriter, c'est vraiment haletant, hein. Vous commencez ce récit et vous ne le lâchez plus jusqu'à sa superbe conclusion. Perfection absolue de l'écriture, c'est top, tout comme le récit suivant, hein, beaucoup plus poétique, qui prend pour cadre le passage du cinéma muet au cinéma parlant et qui suit ce jeune homme qui va tomber amoureux de la femme de son meilleur ami, un pianiste chargé d'accompagner en musique les scènes projetées sur l'écran. C'est très touchant, comme une déclaration passionnelle au cinéma d'un autre âge. La nouvelle suivante est tout aussi dingue, avec ce jeune homme timoré qui rentre dans sa famille pour l'enterrement de son père, avec cette ambiance très 4e dimension, ce climat de suspicion permanent, et cette conclusion que j'avais pas vu venir, absolument folle, tout en violence contenue. La nouvelle suivante, Stacy and Her Idiot, est tout aussi dingue, avec cette ambiance à la Tarantino, unique, matinée de Lovecraft, du très très bon, drôle, violent, comme tous les autres récits qui peuplent cet excellent recueil. Bref, vous l'aurez compris, si vous n'avez qu'un livre à vous procurer pour passer un bel été, hein, c'est ce Dark Delicacies 2, Fear, qu'on trouve facilement en poche, pour une bouchée de pain sur tous les sites anglophones, sinon c'est sur liseuse bien entendu, il vous en coûtera quelque chose comme 7 balles si vous décidez de passer par un site officiel, ce qui est conseillé quand même pour récompenser les éditeurs de ces 18 merveilles qui vous feront passer autant de nuits blanches. Et puis si vous voulez vous marrer 2 minutes, vous avez aussi le Old Habits de Ben Trebilcook. C'est qui celui-là? C'est un auteur indépendant qui a fait parler de lui un moment pour un script qu'il avait rédigé pour un soi-disant chapitre final de la série Die Hard, Les Pièges de Cristal avec Bruce Willis. Mytho, rêve, réalité, délire de fans. On en est au point où certains acclament cette nouvelle comme le Saint Graal pour les fans de MacLean. Alors j'ai fini par lire le truc et pas du tout. C'est pas ouf, et d'ailleurs c'est pas du tout officiel, hein. Trebilcook a même dû renommer son roman à l'origine titré Old Habits Die Hard, maintenant Old Habits tout court, et tous les protagonistes de son histoire ont même été renommés, donc il y a plus trace de John McClane, mais on a un Joe Brady à la place. Bref, c'est du fan service, on retrouve tous les personnages de la saga, mais tous, hein, avec des noms différents, mais on les reconnaît très bien. Au niveau des moins, c'est complètement con, surtout au niveau des scènes d'action qui sont pensées pour être totalement bigger than life, à tel point qu'elles en deviennent complètement what the fuck, hein. Brady, revient sur les lieux de ses exploits les plus médiatisés, et l'immeuble dans lequel il se retrouve est sorti d'un film de SF, avec barreaux laser devant les cellules et ordinateurs qui lui parlent. Zeus, ou équivalent du personnage joué par Samuel Jackson dans le 3e volet, passe tout le dernier acte porté par un hélico individuel. Imaginez Brady, quand même, cerné par des mecs qui le canardent et qui prend le temps d'imprimer un gun avec une imprimante 3D ultra sophistiquée et qui se sert comme percuteur d'une vis qu'il extrait lui-même d'une barre en métal qu'il a dans le bras, bref, n'importe nawak, mais pourtant, malgré le fait que ce ne soit pas très bien écrit, la magie parvient à opérer parfois, les dialogues sont très bien pensés, on imagine vraiment Bruce Willis ou Sam Jackson, et le fond du scénar est pas si mal, avec une histoire de vengeance au long cours. Bref, si vous êtes comme moi un inconditionnel de la série, vous pouvez peut-être passer une paire d'heures agréables, c'est très court, hein, à peine 200 pages, ça se lit
en très peu de temps, mais du coup c'est plutôt fun, même si c'est beaucoup moins réussi que le comics Die Hard Year One, sorti il y a une petite dizaine d'années. Voilà, on s'arrête là pour l'instant, je retourne sur ces bonnes paroles m'enfoncer dans le hamac, continuez à profiter de ces belles journées d'été, prenez du bon temps, appréciez pleinement cette période bénie où le téléphone sonne un peu moins, où les mails cessent de s'entasser dans votre boîte et où les rues sont un peu plus calmes que d'ordinaire. On se retrouve très vite pour une prochaine sur cette même chaîne. Ciao!